Bonjour à tous. Il est 10h30, donc je pense qu'on va pouvoir commencer cet atelier sur le thème de toutes les cultures d'entreprise sont-elles égales face à la bascule vers une économie souhaitable. Donc merci à tous d'être venus participer à cet atelier sur ce thème qui colle vraiment au cœur de l'hypothèse que fait Produrable cette année. Pour nous, chez Kea, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il n'y a pas de transformation stratégique sans transformation culturelle. On était venus l'année dernière à ce même atelier vous présenter le fruit de 2 ans de R&D sur que font les entreprises qui se transforment vers la durabilité. Et on avait dégagé ces 9 champs de transformation, les 9 champs de pivot pour une entreprise durable. Et au sein de ces 9 champs, on voit que clairement en bas à droite, on a la culture écologique et sociale qui est un des leviers clés de bascule et qui irrigue tout le reste du modèle de l'entreprise. C'est-à-dire que la culture va irriguer la manière dont on va regarder la performance, la manière dont on va accepter ou pas un leader, la manière dont on va prendre les décisions. Donc la culture est au cœur du modèle de l'entreprise. Et à contrario, la manière dont on va mesurer la performance va aussi impacter la culture. Donc c'est un mouvement, l'entreprise est un système dans lequel ces 9 champs se mettent en cohérence. Donc le thème de notre atelier, toutes les cultures d'entreprise sont-elles égales face à la bascule? Il est potentiellement un peu polémique. On ne va pas dire qu'il y a des cultures qui sont meilleures que d'autres. En revanche, clairement, il y a des cultures qui sont plus aptes à pivoter que certaines autres. Pour vous donner une illustration de 2 dirigeants que j'ai côtoyés, le premier, c'est Emery Jacquilla, qu'on a croisé l'année dernière à ce même atelier avec Kea, donc président de la CAMIF, que vous connaissez, qui a fermé son site internet pour le Black Friday, donc qui a fermé ses ventes pour le Black Friday, en faisant une communication auprès de ses salariés et de ses clients, en disant que le Black Friday était une catastrophe écologique et qu'il fallait réinventer nos manières de consommer mieux et consommer moins. Un autre dirigeant que j'ai côtoyé, que je ne citerai pas, dirigeant d'un fonds d'investissement, qui suite à une crise de gouvernance, a envoyé un mail à l'ensemble de ses salariés en disant « Money is the only value ». Nous devrions écrire cette citation sur le fronton de notre entreprise et ceux qui ne partagent pas cette citation doivent se remettre en question. Inutile de vous dire que ce deuxième dirigeant, je ne l'ai pas croisé à Produrable cette année, ni l'année dernière. Et inutile aussi de vous dire que ces paroles de dirigeant, cette vision de dirigeant va générer des comportements différents au sein de l'entreprise, va générer des manières de réagir et de penser différentes au sein de l'entreprise. Donc clairement, les entreprises ne sont pas égales face à la bascule, les cultures ne sont pas égales face à la bascule. Pour traiter ce sujet complexe et intangible de la culture, on a trois témoins, 3 invités. La première, c'est Agnès Konichin, donc, qui est directrice chez Kea et qui est spécialiste des sujets de culture. Peut-être 2 mots sur Kea. Kea est un cabinet de conseil en stratégie et transformation. On est entreprise à mission. On est la troisième entreprise à mission en France. Et notre mission, c'est entreprendre les transformations pour une économie souhaitable. Pour ce faire, on a un groupe multi-compétences dans lequel il y a aussi Nova Vista et MySesame. Donc Agnès nous éclairera sur la R&D de Kea sur la culture. Qu'est-ce qu'une culture? Quels sont les ingrédients positifs d'une culture pour basculer vers l'économie souhaitable? Quels sont les leviers concrets que l'on peut activer pour faire basculer sa culture? Ensuite, je remercie très, très chaleureusement les 2 témoins qui acceptent de venir témoigner de leur cas concret d'entreprise. Donc Sylvie Brisson, qui est DRH du Club Med, qui va nous expliquer finalement qu'est-ce que fait le Club Med, où on est le Club Med. Et puis Cécile Meigne, qui est aussi DG de NHCO, qui viendra nous témoigner du cas de NHCO. 2 entreprises très différentes, des tailles très différentes, une PME, un grand groupe, 2 secteurs très différents, mais un point commun, c'est 2 entreprises qui accélèrent leur transition et qui agissent concrètement, avec 2 femmes d'engagement et d'action pour infléchir leur trajectoire. Alors peut-être pour commencer, je propose à Agnès de prendre la parole sur finalement qu'est-ce qu'une culture, comment est-ce qu'on agit sur sa culture. Alors, bonjour à tous. Donc, pour parler de ce sujet de la bascule culturelle vers une économie souhaitable, on va d'abord se poser la question de qu'est-ce qu'une culture et qu'est-ce qu'une culture qui permet cette bascule, enfin, en fait une culture responsable. Donc nous, la culture, on a l'habitude de dire que c'est les manières d'être et d'agir partagées au sein d'un groupe. On fait souvent l'analogie avec le poisson dans son bocal. Et par analogie, la culture, c'est comme l'eau qui entoure le poisson. Elle est totalement vitale, mais on en a rarement conscience. Et en fait, elle n'est jamais véritablement exprimée dans toutes ses nuances. Elle est là. Et une culture responsable, c'est une culture qui tient compte de l'impact social, environnemental et éthique de toutes les actions individuelles et collectives. Et chez Kea, on a l'habitude de la définir autour de 4 mots qui sont issus de l'ensemble de nos recherches qu'on a menées pendant plus de 2 ans, qui croisent des regards académiques, des regards philosophiques et des regards managériaux sur ce que c'est que la responsabilité. Et donc on a défini 4 ingrédients qui permettent d'agir en responsabilité. Donc en fait, je suis responsable, je suis dans une culture responsable qui assume sa responsabilité. Il y a de la conscience
qu'on ait conscience des implications de ces actes. Ça veut dire qu'on se confronte à la réalité des équilibres et des déséquilibres. Ça veut dire qu'on cherche à changer ses représentations individuelles et qu'on chemine en permanence. Je suis aussi responsable, j'assume ma responsabilité si je me mets dans une perspective collective. C'est assumer ces actes pour soi, mais aussi pour les conséquences qu'ils ont sur les autres. Donc il s'agit ici d'élargir les cercles des parties prenantes impliquées, d'oser des nouvelles formes de coopération, de changer, d'explorer en fait des modèles de partenariat, de coalition au sein d'une filière avec d'autres acteurs, parfois ses compétiteurs, et de chercher vraiment à créer de la valeur partagée. La troisième dynamique, c'est la dynamique du temps. Je suis dans une culture responsable si je suis responsable aujourd'hui et demain. Donc ça veut dire se mettre dans une perspective de temps long, mais pour autant agir dès aujourd'hui. Donc c'est évaluer différemment le résultat de ses actions, c'est se donner du temps, c'est respecter aussi le temps des appropriations des équipes. Et enfin, la responsabilité passe aussi par le pouvoir. C'est chercher à partager le pouvoir de décision en écoutant, en dialoguant, en impliquant, en cherchant à co-décider, en préservant des contre-pouvoirs, en responsabilisant les équipes. Mais c'est aussi avoir conscience de son pouvoir en tant que manager, que dirigeant, que collaborateur, contributeur, que consommateur, citoyen. Avoir conscience qu'on a le pouvoir d'influencer et d'agir selon nos propres choix. Et ce pouvoir, on peut l'exercer. Alors, chez Kea, on est aussi convaincu qu'il n'y a pas de transformation stratégique sans transformation culturelle. En fait, stratégie et culture se nourrissent mutuellement. C'est vraiment les deux faces d'une même médaille. La capacité à réaliser sa stratégie va être fortement démultipliée si la culture est en cohérence avec les ambitions qu'on se fixe, si elle répond aux demandes des collaborateurs et aux attentes des collaborateurs, si elle va piocher dans les forces de l'ADN de l'entreprise et si elle libère l'action. Et de l'autre côté de la médaille, une culture forte, on est persuadé qu'elle permet plus de cohésion, plus d'efficacité, plus d'impact dans tout ce que le collectif entreprend. C'est ça qui crée vraiment le ciment d'un groupe et qui permet d'atteindre ses projets. Et la transformation vers une économie souhaitable, c'est une transformation qui est éminemment stratégique. C'est une transformation qui nécessite des choix, des renoncements, parfois même des ruptures en termes de modèle opérationnel, de modèle économique, de relations aux clients, et puis on va en parler aussi avec vous. Et du coup, comme toutes les transformations stratégiques, et peut-être même plus que les autres, elle doit vraiment nécessairement être accompagnée d'un changement parfois fort de représentation, de comportement et de pratique. Et chez Kea, on est aussi convaincu qu'une culture forte, c'est un véritable avantage compétitif. On peut copier beaucoup de choses, on peut copier des produits, on peut copier une stratégie, mais on ne peut pas copier une culture. Et ça, c'est une singularité, une force qui n'appartient que à l'entreprise et au collectif qui la porte. Et le contexte actuel nous montre que la société bouge vite et que cette transition peut même s'accélérer, comme ça a été le cas pour d'autres questions sociétales, s'accélérer soudainement. Donc il est urgent de monter et d'embarquer pleinement dans le train de la culture responsable, parce que c'est un enjeu d'image de marque, de réputation, de cohérence auprès des clients, des consommateurs citoyens, des partenaires, des investisseurs, des équipes. On a mené récemment une étude qui s'appelle Brandgagement, qui montre que 89% des Français aujourd'hui attendent une marque qui contribue au bien commun. Et quand on regarde la recherche d'emploi, 90% des jeunes prêtent attention aux valeurs et à la raison d'être d'une entreprise, et 49% la jugent même prioritaire quand ils font leur choix. Donc avoir ancré et faire rayonner une culture responsable, c'est en fait se donner les moyens d'accélérer et d'amplifier sa transformation RSE et de faire la différence. Alors, est-ce que toutes les cultures sont égales pour opérer la bascule vers une économie souhaitable ? David Emmanuel nous en a parlé. Non, elles ne le sont pas, parce que chaque entreprise a une culture singulière. Et certaines cultures sont probablement plus propices que d'autres. Nous, on utilise souvent un outil de mesure de la culture qui est créé par Richard Barrett, qui s'appelle le Cultural Value Assessment, et qui donne 7 niveaux de conscience pour une entreprise sur lesquels on peut mettre les valeurs d'une entreprise. C'est un questionnaire qu'on peut administrer aux collaborateurs d'une entreprise. C'est 3 questions très simples qui demandent les 10 valeurs personnelles, les 10 valeurs qui représentent la culture actuelle et les 10 qui représentent la culture désirée. Et donc, plus les valeurs d'une entreprise sont haut sur ce diabolo, qui est fortement inspiré de la pyramide de Maslow, plus la culture sera forte en termes de contribution et de responsabilité vers l'humanité et le bien commun.
Et il y a un autre point qui est très intéressant, c'est les valeurs qui se situent au niveau du pivot, l'évolution en vert. Parce que s'il y a des valeurs là, c'est la capacité à évoluer, à se transformer d'une entreprise. Et on peut jouer sur ces valeurs aussi pour se dire, en fait, on est capable de bouger. On l'a toujours fait dans notre histoire. Quand on regarde ce questionnaire et qu'on l'administre, par exemple, aux collaborateurs de Biocop, eh bien, les valeurs qu'ils citent, c'est des valeurs de coopération, de responsabilité environnementale et sociétale, de militance, d'éthique. Et c'est des valeurs qui sont positionnées très haut sur les niveaux de conscience. Et vous voyez, c'est beaucoup plus haut que le benchmark du retail. Donc on voit bien qu'il y a des cultures qui sont plus propices que d'autres à basculer. Mais pour autant, nous, on est vraiment convaincus que chaque entreprise peut trouver dans son ADN culturel des forces sur lesquelles s'appuyer, quitte à les revisiter et à les réexprimer à l'aune du défi actuel d'impact et de bascule vers l'économie souhaitable. Peut-être qu'il faut les réexprimer différemment aujourd'hui. Et chaque entreprise doit aussi identifier les éléments qui peut-être ont été des atouts par le passé, mais qui sont aujourd'hui des éléments à dépasser, à faire évoluer pour pouvoir s'engager pleinement dans ce chemin vers la responsabilité. En tout cas, quelle que soit la façon dont et l'ampleur des évolutions à mener, pour agir sur la culture derrière, il faut la fragmenter en leviers actionnables. Et nous, on regarde toujours les comportements, les systèmes et les symboles et les rituels qui vont influer sur les croyances de chacun. Les comportements, on peut agir dessus par de la formation, de la sensibilisation, du coaching, de l'embarquement d'équipe, de la mobilisation même par le rationnel et par l'émotionnel. Les systèmes, c'est tout ce qui va... Parce que de toute façon, la transformation, elle se fait par les individus, par les collaborateurs, les managers, et il n'y a pas vraiment de transformation sans transformation personnelle, individuelle des dirigeants. Et on regarde aussi beaucoup les systèmes, les symboles, ce sont tous les signaux qu'on envoie au quotidien et dans la façon de fonctionner de l'entreprise, parce qu'il faut de la cohérence sur ces éléments, et ce sont des mécanismes très forts de renforcement. Et on vous reprochera si ce n'est pas en phase, ça ne marchera pas. Pour terminer, cette transformation culturelle vers plus de responsabilité, c'est d'autant plus complexe que, à la différence d'autres cultures qu'on peut chercher à promouvoir en entreprise, comme par exemple la culture de l'innovation, la culture client ou la culture de la coopération, l'ancrage d'une culture responsable va toucher aux convictions personnelles de chacun, aux valeurs, même à la vision du monde de chacun. Et donc on peut se poser la question du rôle et de la légitimité de l'entreprise là-dedans. Est-ce qu'on a le droit d'agir auprès de ses collaborateurs et auprès de ses clients sur ces sujets-là qui touchent vraiment à l'intimité et au choix? Mais l'ONU, dans l'ambition de l'atteinte de ses objectifs de développement durable, rappelle bien l'importance de l'entreprise dans ce chemin, dans la transformation de ses collaborateurs et de ses clients. Il y a un rôle à jouer, véritable, et en fait, c'est un appel même à la responsabilité sociétale des entreprises. Et c'est de ça dont on va parler avec Sylvie et Cécile. Merci Agnès. Du coup, on va essayer d'illustrer ces propos à travers deux cas. Le premier cas, c'est le Club Med. Encore merci Sylvie d'être venue témoigner ce matin à nos côtés. Le Club Med, on ne présente plus, je pense que tout le monde connaît. C'est univers de rêve, c'est 25 000 collaborateurs, c'est une cinquantaine de villages sur 5 continents. 70 villages, ça n'arrête pas, sur 5 continents. Ce qui est intéressant dans ton témoignage, c'est qu'en même temps, le Club Med, dans son ADN, a des racines proches des hommes et de la nature. Et en même temps, aujourd'hui, vous faites une grosse accélération, une transition autour du développement durable sur lequel vous faites un scale-up. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur finalement pourquoi aujourd'hui vous accélérez cette question du développement durable? Alors bonjour à tous, je suis ravie et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis en charge des ressources humaines et dans mon scope de responsabilité, j'ai toute la dimension RSE. Donc c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui devant vous, mais je ne prétendrai absolument pas être une experte du sujet. On a des équipes très compétentes, beaucoup plus compétentes que moi sur le sujet. Pourquoi on accélère? On existe depuis plus de 70 ans et on est né pour donner du bonheur à nos clients et à nos équipes. Et c'est un axe très fort. Et ce bonheur se fait à travers la nature, à travers un bâti très peu construit. Donc depuis toujours, on a des éléments dans notre ADN qui sont très porteurs, on va dire, très respectueux de l'environnement dans lequel on s'installe, des populations auprès desquelles on s'installe. Et comme tout le monde, on a conscience du fait qu'on est dans le secteur du tourisme, du voyage, qui est un secteur pas chahuté, mais en tout cas questionné sur son impact et beaucoup questionné par nos collaborateurs, par nos clients, on y reviendra. Et donc c'est la raison pour laquelle on a décidé effectivement d'accélérer.
Est-ce que tu peux nous dire quelques mots du coup de cette ambition RSE ou de ces enjeux de transition? Alors, on a, dans la mesure où c'est quand même quelque chose d'assez naturel pour nous, ça fait quasiment 20 ans qu'on a un département développement durable au Club Med. On l'a créé en 2005 et on a depuis maintenant pas mal d'années défini notre ambition qui est autour d'un triptyque qui s'appelle Happy to Care, donc le bonheur de prendre soin, avec une première base qui est autour de la préservation de l'environnement. Et j'y reviendrai, c'est l'impact de notre bâti, l'impact de nos resorts, avec des certifications, etc. La deuxième partie, c'est l'impact que l'on a et le partage de la valeur autour de nous. Donc là, on a une fondation qui existe depuis plus de 45 ans maintenant. On travaille avec des agriculteurs locaux, etc. Le troisième pilier, c'est bien évidemment l'ascenseur social et l'intégration que l'on permet à l'ensemble de nos GO, gentils organisateurs, et GE, gentils employés, qui sont issus du monde entier. Et on reste avec une vraie culture au Club Med qui est qu'on peut faire carrière sans diplôme. Et on considère qu'on a toujours aujourd'hui cette vocation dans le monde de permettre d'accéder à l'emploi et aussi à travers l'alternance, etc. en France, et de pouvoir gravir les échelons, évoluer sans aucune forcément nécessité d'avoir une formation initiale. En termes d'accélération de cette stratégie, du coup, quels sont les sujets sur lesquels vous devez accélérer ou vous voulez accélérer? Alors, tout ce qui est autour de l'environnement, on doit être meilleur et on doit accélérer sur tout ce qui est autour de la biodiversité. Notamment prendre soin encore plus de l'environnement, de la faune et de la flore dans nos resorts, mais aussi tout ce qui est autour de l'usage de l'eau, tout ce qui est autour aussi des déchets, du gaspillage alimentaire. C'est quelque chose qui nous anime depuis très longtemps. On est l'inventeur, enfin, on se revendique comme un des inventeurs des buffets. Et pour ceux qui connaissent le Club Med, les buffets sont assez célèbres. On a dû faire une transition sur les buffets qui, par définition, devait être généreux, pantagruélique, etc. C'était même un marqueur pour les clients de se dire « je viens parce qu'il y en a beaucoup ». Et maintenant, on sert à l'assiette. Alors, il y a toujours aussi du buffet, mais en tout cas, on réduit les portions et on fait la pédagogie. Donc, du coup, toute cette partie plus autour de l'usage des ressources, la contribution locale, où on veut amplifier notre programme Green Farmer, où on permet d'accéder à l'autonomie financière autour de nos resorts des maraîchers. On achète leur production et on leur permet de faire d'ailleurs plus de production pour pouvoir les vendre ensuite sur les marchés. Et puis, on doit accélérer sur les émissions de carbone, même si dans le scope 1 et 2, finalement, chez nous, c'est plus l'émission de notre bâti. Mais notre sujet, c'est aussi le scope 3, qui vient du transport, qui vient aussi de la nourriture et de la viande, notamment. Et donc, sur ces sujets-là, on considère qu'on doit effectivement accélérer. Si on fait le lien avec le thème de l'atelier, du coup, en quoi est-ce que la culture du Club Med aujourd'hui, c'est un atout pour basculer? Est-ce que tu peux nous décrire un peu l'ADN de la culture du club? Alors, on a, je pense comme tout le monde, on a des codes dans notre code génétique, des éléments du code génétique qui sont favorables, puis d'autres qui le sont un peu moins. Dans ce qui est favorable, notre première valeur revendiquée, c'est la gentillesse. Et dans cette gentillesse, il y a du coup la dimension de prendre soin. C'est ce que j'évoquais, qui reste tout à fait vrai. Et j'espère que si dans la salle, il y a des personnes qui ont vécu des séjours au Club Med, vous l'avez ressenti. Mais donc, du coup, cette attention à l'autre, cette attention aux clients, aux équipes, et par capillarité un peu à la nature, est vraiment un terreau très porteur. On recrute par an entre 8 à 10 000 personnes. Alors ça peut, et ça va être un des inconvénients que l'on peut avoir pour vraiment faire une transition durable. Le côté positif, c'est que ce sont des jeunes essentiellement, même si tous les âges sont les bienvenus au Club Med, mais statistiquement, ce sont quand même plutôt des jeunes géos qui nous rejoignent. Et ils apportent une vitalité, une sensibilité sur le sujet qui est extrêmement favorable. Et puis, on a une culture aussi extrêmement pragmatique, concrète, de l'action, qui est aussi, je pense, quelque chose de très positif. Et une de nos valeurs est aussi l'esprit pionnier. On se remet régulièrement en question. Donc, on est capable de se poser des questions et de regarder sincèrement et objectivement si on est bon ou pas et comment on peut progresser.
Donc ça, c'est les atouts. Est-ce qu'il y a aussi des dilemmes dans votre culture, dans la manière de penser, d'agir des équipes? Alors, dans les dilemmes, donner du bonheur et être très sensibilisé au bonheur que l'on donne à l'autre et au care fait que on est extrêmement drivé par le bonheur de nos clients et les souhaits de nos clients. Et on le vit tous parce que vous l'avez signalé, c'est tout à fait vrai. Tous ces sujets sont de l'ordre aussi de l'intime et de la conviction personnelle. Et on a un peu plus d'1 million de clients, une minorité de Français et très internationaux. Et je pense, pour tous ceux d'entre vous qui êtes exposés beaucoup à l'international, vous faites aussi le constat qu'on a la chance, d'une certaine façon, d'être dans des pays dans lesquels on se pose beaucoup de questions sur ces sujets et on est même un peu culpabilisé sur ces sujets. Ce n'est pas le cas des Chinois. Alors, les Chinois évoluent, malgré tout, assez vite. Et étonnamment, le Covid les a aidés à faire une transition forte, notamment sur l'électrique. Mais ce n'est pas tellement le cas des Brésiliens. Ce n'est pas tellement le cas des Américains. Et on doit, malgré tout, voir comment on arrive à faire en sorte de respecter et délivrer la prestation attendue par nos clients. Et dans les dilemmes, en tout cas les freins que l'on peut avoir, c'est ce brassage de nos équipes qui viennent et qui repartent pour une saison ou pour quelques saisons. Et du coup, ancrer de manière durable des comportements, des rituels, on sait le faire, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc le bonheur de vos clients, finalement, c'est au cœur de votre ADN et en même temps, c'est un dilemme de servir les attentes de vos clients. Concrètement, pour accentuer ce pivot, faire ce que vous appelez le scale-up de ces stratégies RSE, comment vous agissez, comment tu agis sur la culture d'entreprise, sur les représentations des équipes, sur l'engagement de la ligne managériale? Alors, on a la chance de savoir malgré tout, déjà depuis quelques temps, conduire des transformations. On a dû se réinventer, on a dû se transformer fortement au Club Med, parce qu'il y a 25 ans, on n'allait pas très bien, on était même au bord du gouffre. Les années 90, pour notre secteur d'activité, n'ont pas été géniales et on a fait des choix stratégiques qui n'étaient pas les bons. Donc, début des années 2000, on a dû se réinventer fortement, partir sur une stratégie très forte de montée en gamme, avec beaucoup d'impact et beaucoup de choix assez durs aussi. Et on a réussi à le faire. Donc, on sait conduire les transformations. La transition qu'on a à faire là, elle est du coup effectivement de l'ordre de l'intime, mais on sait que l'on sait embarquer. Mais ça commence, vous le savez tous, vous l'avez tous en tête, ça commence par la tête. Donc, on a effectivement, avec l'aide de nos amis de KEA, depuis une petite année maintenant, démarré un processus que l'on a appelé Scale Up Happy to Care, c'est-à-dire l'objectif est de franchir une étape par rapport aux 3 grands piliers que j'ai évoqués avec vous. Et du coup, le premier sujet est de faire en sorte que l'on ait un cheminement au niveau du COMEX du Club Med pour faire en sorte que l'on s'approprie les sujets. On a fait des petits ateliers grâce à vous. On a essayé de tirer les fils dans chacune de ces 3 briques, là où on était vraiment très légitime, là où on était un peu plus en retard. Et du coup, quels sont les curseurs que l'on veut faire bouger? On travaille aussi sur des programmes de formation. On est là arrivé au stade où on considère que le comité de direction générale, le COMEX, s'est assez approprié le sujet et que maintenant, pour accélérer, il faut qu'on embarque beaucoup plus large. Donc là, on rentre dans du bottom-up plus fort, ce que l'on avait fait quand on a fait notre transformation stratégique, où là, on va maintenant identifier différents streams. On a des stream leaders, on part du bottom-up, des idées viennent, qui nous rappellent aussi à la réalité, parce que on a parfois des très bonnes idées en haut, et puis finalement derrière, c'est pas que ça ne suit pas, c'est justement par rapport à ce problème de satisfaction client, typiquement les petites bouteilles plastiques. On a réussi à arrêter les amenities dans les chambres. Quand vous arrivez au Club Med maintenant, vous n'avez plus la petite bouteille de shampoing, la petite bouteille de gel pour le corps. Vous avez des grandes bouteilles que l'on remplit tous les jours. On a essayé d'enlever les petites bouteilles plastiques. Ça n'a pas marché. On a dû reculer parce que beaucoup de pays, dans beaucoup de pays, et à juste titre, l'eau du robinet n'est pas potable. Et on ne recommande clairement pas de boire l'eau du robinet. Et même si on a mis des possibilités d'avoir des fontaines à eau, dès lors que ce n'est pas de l'eau dans des bouteilles scellées, c'est suspect
pour pas mal de nationalités. Donc ça fait partie des sujets où maintenant le bottom-up est fondamental. Le gaspillage alimentaire, c'est aussi fondamental de le traiter en bottom-up pour que les équipes nous aident à bien mettre le curseur sur ce qui est important, comment les clients réagissent et là où on peut continuer à avancer ou pas. D'autres leviers sur la formation, la gouvernance? Alors la gouvernance, effectivement, tu as tout à fait raison. Je vous l'ai dit, depuis quasiment 20 ans, on a un département RSE. On a aujourd'hui décidé d'avoir des ramifications de ce département dans chacune de nos business units. On avait un trou dans la raquette, dans le milieu de l'entreprise, on va dire. On avait cette direction. On a des responsables hygiène, santé, environnement dans chacun de nos resorts. Et puis au milieu, on avait du mal à animer. Donc du coup, on retravaille effectivement dans les business units. On a maintenant dans chacun des codeurs de BU une personne qui est en charge de ces sujets-là et qui doit animer son réseau local. On vous a remis du coup sur l'illustration derrière pour refaire le lien avec les outils que proposait Agnès. En même temps, le décryptage d'un certain nombre d'éléments de la culture du club sur les différents niveaux de conscience et puis un certain nombre de leviers activés. Notamment pour jouer sur les comportements avec les expérimentations terrain, le cheminement du COMEX, les certifications aussi, on n'a pas le temps de parler. Oui, ça fait partie des premières choses qu'on a mis en place depuis la création de notre département. Tous les villages sont éco-certifiés Green Globe, qui est une certification internationale assez exigeante, et tous nos nouveaux villages et nos rénovations sont certifiés BREEAM. Donc on a aussi des tampons, entre guillemets, qui sont mis... c'est assez exigeant, hein, les renouvellements des certifications viennent sur site vérifier que les équipes font effectivement remplissent ce cahier des charges. Voilà, et puis aussi des actions faites avec les clients, parce que comme tu le disais, finalement, votre transformation culturelle elle passera aussi par la transformation des comportements des clients. Donc tout un travail aussi d'accompagnement des clients dans des green activities sur le terrain. Exactement, et notamment dans les mini-clubs, pour les enfants, leur permettre. Et on fait aussi des sorties de nettoyage de plage, etc. Alors ça peut paraître anecdotique, mais ça permet de parler du sujet et ça permet de le faire vivre. Donc une palette complète de leviers pour faire basculer la culture. Merci beaucoup Sylvie, j'espère qu'on aura le temps pour quelques questions tout à l'heure. Peut-être qu'on peut passer au deuxième témoin. Merci Cécile du coup d'être avec nous ce matin. Donc NHCO peut-être un peu moins connu que le Club Med. Même si on devient de plus en plus connu. Donc toi Cécile, tu as fait toute ta carrière dans le secteur de la santé et du médical en France. Ça fait 5 ans que maintenant que tu es DG de NHCO, qui est elle-même entreprise à mission. Peut-être tu peux nous dire 2 mots sur qui est NHCO, que fait NHCO, d'où vous venez? Oui, donc NHCO, nous sommes une entreprise qui commercialisons des compléments alimentaires. Compléments alimentaires essentiellement recommandés par les professionnels de santé. Donc c'est vrai que nous sommes essentiellement distribués en pharmacie en France. Nous avons été créés en 2008, à l'origine par un pharmacien, donc entreprise relativement jeune, 15 ans. Et nous avons été rachetés en 2018 par un gros groupe pharmaceutique italien, donc Chiesi, basé à Parme, qui fait plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc oui, nous sommes de la taille, maintenant nous sommes filiales du groupe, donc à taille de petite PME, mais avec quand même le soutien, et j'en reparlerai, d'un groupe derrière, d'un actionnariat aussi engagé, on en reparlera, parce que c'est important pour accompagner cette transition. Voilà, et nous sommes une centaine de collaborateurs en France. Donc en termes d'accélération sur la responsabilité, vous êtes passé entreprise à mission. C'est quoi les enjeux finalement de votre mission ou de votre transition? Oui, alors déjà, nous avons choisi cette voie de devenir entreprise à mission. D'autres peuvent choisir d'autres certifications. Bon, on appartient à un groupe qui est devenu B Corp. C'est un des premiers groupes pharmaceutiques à devenir B Corp en 2020. Donc c'est vrai que nous avons choisi entreprise à mission parce que c'est très structurant et notamment c'était important que notre feuille de route, on va dire, de développement durable soit vraiment intégrée dans notre stratégie business. Et c'est pour ça qu'on a choisi ça, parce que pour notamment modifier nos statuts, inscrire notre raison d'être dans nos statuts et nos engagements sociétaux, et que ce soit quelque chose qui soit pérenne, qui ne dépende pas de moi en tant que DG dirigeante, mais qui soit bien inscrit dans les statuts à long terme. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette voie-là. Alors, on a travaillé pendant plus de 2 ans, hein, c'est long, ça ne s'invente pas une raison d'être, même si elle existe au cœur de chaque collaborateur. Il faut la formaliser, il faut travailler dessus, et ensuite définir sa feuille de route. Donc, on a mis 2 ans
pour définir cette feuille de route et ses engagements. Essentiellement, donc nous, on en a 3. Le premier, c'est rendre plus éco-responsables nos produits. Donc, vous voyez, on parle de compléments alimentaires, en fait, dedans, on a plein d'ingrédients. On a des acides aminés, des vitamines, des minéraux, des plantes. On a plus de 1000 ingrédients qui viennent du monde entier. Donc, c'est une chaîne de production qui est très complexe, avec beaucoup d'intermédiaires. Et du coup, rendre plus éco-responsables nos produits, diminuer l'empreinte carbone de nos produits, c'est pas simple. C'est pas simple. Et surtout, quand dans notre ADN et notre mission, on ne veut pas de compromis sur l'efficacité. Donc, par exemple, quand on dit, tiens, on a trouvé une plante avec un super label éco, sauf qu'elle est beaucoup moins concentrée en actifs, est-ce que le consommateur veut plus de naturalité mais moins d'efficacité? Non, c'est pas possible. Donc, pas de compromis. Donc, c'est des sujets très complexes. Donc, c'est vrai qui demandent vraiment, on va dire, de se donner le temps et beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité pour pouvoir répondre à ces enjeux-là. Deuxième pilier, c'est la pédagogie. Dans notre cœur de métier, et le fondateur, c'était vraiment, c'est comme ça qu'il a créé NHCO, c'était de former les professionnels de santé sur la micronutrition et également maintenant les consommateurs. C'est-à-dire que c'est vrai que la micronutrition, on n'est pas tous experts de la micronutrition et pourtant, quand on a un problème de fatigue, on peut justement, on va dire, se supplémenter et pour pouvoir aller mieux. Ça demande donc beaucoup de pédagogie et cette pédagogie, c'est important qu'on la mette au service de cette transformation. C'est-à-dire que quand on fait des choix, oui, on change tel ingrédient dans notre produit parce qu'on utilise tel label, ou bien on a décidé de changer nos packaging pour, on va dire, utiliser du plastique recyclable et recyclé, ce qui n'est pas le cas. Donc l'aspect de nos packaging va changer. Tout ça, il faut l'expliquer parce que sinon, on va avoir des clients ou des consommateurs qui ne vont pas comprendre ce changement. Donc ça demande beaucoup de pédagogie aussi et il faut se donner le temps. Et le troisième pilier, c'est la co-construction. Alors la co-construction avec nos partenaires, comme je disais, on n'est pas tout seul. Et cette transformation, on ne peut pas la faire seul. Parce que, donc il faut assumer aussi de choisir les bons partenaires pour s'accompagner. Et ça veut dire aussi renoncer à des partenaires historiques qui ne sont pas forcément sur ces mêmes enjeux-là. Faut... Et puis tout ça, il faut que ce soit aligné avec le business model. Parce qu'encore une fois, on est là, nous on appelle ça shared value, c'est-à-dire que dans le groupe, c'est-à-dire que on est là pour faire de la profitabilité, clairement, parce qu'il faut la financer, cette transformation. Donc il faut à la fois générer du business et pour pouvoir investir. Et investir dans nos produits et accomplir ses objectifs. Et donc, pour ça, il faut avoir un business model qui soit propice. Et c'est vrai que nous, on a choisi d'assumer un modèle de distribution sélective. Donc, on ne travaille pas avec tous les pharmaciens, on travaille avec les pharmaciens qui partagent les mêmes valeurs que nous, qui sont capables de dire « oui, on vous laisse du temps pour former nos collaborateurs ». Et ça, ils ne sont pas tous... Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment s'accompagner des bons clients et des bons partenaires qui ont les mêmes ambitions, on va dire, les mêmes enjeux. Donc ça, c'est aux enjeux d'accélération stratégique. Ouais. Par rapport à la culture, si on fait lien avec notre sujet, Ouais. Comment tu décris l'ADN culturel de NHCO et les atouts, on va dire, de NHCO pour opérer cette bascule? Ouais, alors c'est intéressant parce qu'à l'époque, alors il y a beaucoup de choses dans l'ADN qui sont propices. Bon, notamment, c'est vrai qu'on est dans le secteur de la santé et du bien-être. Donc forcément, c'est vrai qu'on a des collaborateurs assez engagés, pareil, qui veulent du bien. Quand on vient travailler chez NHCO, on a des convictions fortes. Et c'est vrai que ça, c'est super propice. On a aussi le fait d'avoir cet actionnaire. Un groupe, c'est un actionnaire familial. Actionnaire familial, c'est une famille, un actionnariat unique. Et notamment dans un des membres de la famille Chiesi, c'est Maria Palois Chiesi, qui, elle, a clairement porté cet engagement de transformation dans tout le groupe. Et c'est elle qui a vraiment insufflé et fait en sorte que le groupe soit certifié B Corp.
C'était quelque chose qui n'était pas forcément dans la culture du groupe à l'origine. Mais ça, c'est vraiment... Bon, avoir un actionnariat comme ça, évidemment, complètement aligné sur ces enjeux-là, ça aide. Parce qu'évidemment, quand on doit défendre l'augmentation de PRI dans un PNL, etc., même si on a le financier en face qui n'est pas complètement aligné, on a quand même l'actionnariat derrière qui peut cautionner. Voilà, et ça c'est hyper important, et ça, on va dire, c'est propice et c'est fertile. Donc du temps long, des collaborateurs engagés, Ouais. une vraie sensibilité à l'autre. Est-ce qu'il y a des... Donc c'est génial, il y a qu'à accélérer. Ouais. Est-ce qu'il y a des freins culturels aussi chez NHCO? C'est pas si simple. C'est pas si simple. Il y a des freins déjà. Voilà, à l'origine, le fondateur, c'était pas dans ses priorités. Si vous regardez les piluliers de NHCO, c'est des piluliers. Donc on est en train, comme je vous disais, on est en train de les modifier pour changer le plastique, mais à l'origine, c'était du plastique non recyclable, quoi. Donc ça, par exemple, c'était pas une priorité à l'époque du fondateur. Bon, là, on est dans ce projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des projets durs à mener, longs. Et donc, pour les collaborateurs, la première action, c'est « Oh là là, non, mais on a déjà suffisamment de choses à faire. On nous rajoute ça en plus. C'est trop dur, quoi. Et puis, enfin, on n'a pas le temps, etc. » Donc, c'est comment intégrer cette feuille de route, on va dire, de transformation sociétale dans les enjeux business du quotidien. Et donc, c'est 2 en 1. Moi, j'appelle ça du 2 en 1. C'est-à-dire que ça ne doit pas être en plus. Ça doit être vraiment s'assurer que, et s'il faut remplacer, encore une fois, certains projets qui étaient prioritaires dans le passé, mais qui ne le sont plus, parce que maintenant, la priorité, c'est vraiment ça, il faut le faire. Et donc, c'est aussi renoncer, c'est faire des vrais choix. Et donc, voilà, et s'assurer que cette feuille de route de transformation, développement durable, elle soit bien intégrée complètement dans la feuille de route business. Et la deuxième, j'allais dire le deuxième frein, c'est le temps. On en a parlé. Nous sommes une entreprise, donc je vous dis jeune, 15 ans, qui se développe. On se développe très vite. On est en hyper-croissance, d'accord ? Hyper-croissance, ça veut dire que souvent, quand les collaborateurs nous rejoignent, ils nous disent « mais on a l'impression d'entrer dans un TGV, quoi, quand on va chez NHCO ». Et c'est ça, on a un rythme et ça va hyper vite. Alors, c'est hyper stimulant, il y a une énergie de dingue, une créativité, etc. C'est génial. Sauf que là, on est sur des sujets de temps long. Donc, il faut accepter de ralentir le geste. Et je peux vous dire que pour les collaborateurs, c'est pas facile parce que se donner des objectifs à 5 ans, à 10 ans, je dis, attends, là, déjà, la boîte, dans 6 mois, elle n'est plus la même, quoi. Donc, qu'est-ce que tu viens de nous parler dans 5 ans, 10 ans? Et c'est là où il faut transformer les objectifs long terme. Il faut les découper, les saucissonner vraiment et se mettre des KPI court terme à chaque fois pour atteindre ces ambitions long terme et pour que ce soit tangible pour les collaborateurs. Si ce n'est pas tangible, si la transformation elle n'est pas tangible par l'ensemble des collaborateurs, ils ne seront pas embarqués, ils n'y croiront pas. Donc il faut vraiment découper, saucissonner les KPI, transformer les ambitions long terme en court terme. Donc, par rapport à ces défis de concilier le temps court et le temps long, et par rapport à cette question vraiment d'intégrer la responsabilité au cœur du business, qu'est-ce que tu fais, toi, pour accélérer finalement cette transition d'un point de vue culturel dans les réflexes de tes collaborateurs, dans les réflexes de tes managers? Ouais, alors déjà, comme le Club Med, alors c'est vrai que nous, on a l'avantage peut-être qu'on est un petit peu plus agile. C'est peut-être, du coup, on peut aller un peu plus vite sur certains sujets. Donc, l'onboarding, je suis complètement d'accord, il faut que ça passe par le haut, ça c'est sûr. Il faut que ce soit incarné, évidemment, par l'ensemble des équipes de direction, l'ensemble des managers, mais pas que, on ne peut pas y arriver tout seul, surtout dans une entreprise de taille moyenne, j'allais dire. Et donc, du coup, la priorité était d'onboarder l'ensemble des collaborateurs. Donc, moi, par exemple, on a décidé avec l'ensemble de direction de se poser 2 jours avec l'ensemble des équipes sur ces sujets. Donc, on les a sortis vraiment, on a dit, et pendant 2 jours, on s'approprie la mission, la feuille de route, et il faut qu'à la fin de ces 2 jours, chaque collaborateur soit convaincu de « je sais comment j'agis demain à mon poste, quel que soit mon poste, je sais comment j'agis pour répondre à cette feuille de route ». Et tant que tant qu'on n'avait pas, l'objectif c'était vraiment ça. Et ça, il faut bien 2 jours, je peux vous dire, pour ne penser qu'à ça. Et c'est une première étape. Et on va revenir, on va passer plus de temps
dessus. Mais ça, c'est voilà, une première chose. La deuxième chose, la gouvernance, on en a parlé. Quand on dit à s'assurer que la feuille de route stratégique soit complètement intégrée, la feuille de route business avec enjeu RSE, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au terme de la gouvernance, ça doit être pareil. Donc, bon, nous, on a créé... Alors oui, on a un comité de mission, oui, un comité de la mission, oui, mais on a des comités clients, etc. Et ben, on fait en sorte, on a un chief of staff qui fait en sorte maintenant de s'assurer que tout ce qui est dit dans un comité, telle décision qui est prise pour répondre à la feuille de la mission, soit bien complètement alignée avec notre plan stratégique, par exemple. Autre chose, je parlerai peut-être du mode de leadership. Ça aussi, c'est important. Vous l'avez cité aussi dans le modèle. Il faut de la cohérence. Il faut que ce soit aligné. Il faut que toutes les dimensions de l'entreprise puissent, pour mettre en œuvre ça, il faut que tout soit cohérent. Le modèle de leadership en fait partie. Donc, c'est vrai que nous, on cultive une culture leadership. Même si on grossit, on essaie de maintenir une organisation très plate et la responsabilisation de l'ensemble des collaborateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah oui, c'est laisser dans la prise de décision une certaine autonomie pour que les collaborateurs puissent être embarqués et être capables. Donc, par exemple, on a mis en place le mécénat de compétences. Donc, on laisse 10 jours aux collaborateurs dans l'année pour pouvoir s'investir pour des associations, etc. Ça, il faut que les managers soient capables, évidemment, soient complètement alignés et laissent les collaborateurs. Donc pour ça, il faut vraiment un modèle de leadership qui puisse, on va dire, être propice à ces sujets-là. Et la dernière chose, peut-être, je dirais, c'est dès le départ, quand on recrute de nouveaux collaborateurs, parce qu'on recrute beaucoup aussi, désormais, ça c'est nouveau, mais c'était quelque chose qui n'était pas dans le cahier des charges il y a quelques années qu'il devient. Désormais, eh bien, on s'assure que le collaborateur soit bien sensible à ces sujets-là et soit capable de porter et d'être ambassadeur, quel que soit son poste, demain de cette mission. Et ça, voilà, et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais la mission, et je terminerai là-dessus, la mission d'ANHCO, c'est créer et offrir une micronutrition responsable pour que chacun et chacune puisse être acteur de sa santé aujourd'hui et pour demain. Et ça, porter cette mission-là, voilà, on s'assure maintenant dès l'entrée que les collaborateurs puissent incarner. Incarner cette culture et cette vision du business. Tout à fait. Merci beaucoup. On vous a remis aussi les illustrations par rapport aux grilles de lecture que Agnès a proposées. Il nous reste 3 minutes. Est-ce que vous avez des questions pour nos deux témoins ? Merci, bonjour. Je suis consultante RSE et j'accompagne notamment les entreprises sur cette notion de stratégie de marque et comment intégrer la responsabilité dans la stratégie de marque. Je suis particulièrement interpellée par le cas du Club Med et de comment vous avez pu accompagner et quelles réflexions vous avez pu avoir sur ce paradoxe qui existe à la base de, comme vous disiez, le secteur du tourisme qui est chahuté, c'est-à-dire que essayer de responsabiliser tout le monde sur des points spécifiques d'une stratégie RSE, tout en ayant ce dilemme à la base de faire venir des gens, l'empreinte carbone que ça représente, et aussi d'avoir des personnes de cultures différentes qui ne sont pas forcément alignées avec vos valeurs. Comment est-ce que vous arrivez à dépasser ce dilemme-là ? Alors, c'est un chemin. C'est un chemin et le dilemme n'est pas dépassé. Parmi les actions que j'ai pu citer et peut-être d'autres, juste peut-être une chose, on travaille malgré tout quand même pour les futurs resorts, l'implantation géographique aussi des resorts. Et on essaye aussi de faire en sorte que l'on puisse avoir des localisations plus proches de nos bassins. Et on travaille assez rapidement maintenant avec des expérimentations que l'on a travaillé aussi avec EA sur partir loin, mais moins souvent et plus longtemps. Et donc, du coup, encourager aussi nos clients à se faire le beau voyage à Bali ou au Brésil parce qu'on reste intimement, profondément convaincus du bien apporté par le tourisme dans le monde. Et on doit continuer à rapprocher les peuples et permettre de faire en sorte que
que l'on connaisse le monde. En revanche, encourager à y rester plus longtemps et du coup, à travers des activités que l'on doit proposer localement, au-delà de l'incentive de prix, il y a aussi localement comment je reste 3 semaines dans un endroit. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas aujourd'hui forcément toujours l'habitude de rester 3 semaines au même endroit. On a besoin de bouger. Donc voilà, ça fait partie des leviers, mais on n'a pas encore toutes les clés. Hein. On aura le temps de prendre une deuxième question. Je vous affiche juste un flashcode en parallèle. Si vous voulez prolonger l'expérience, il y a en même temps le questionnement qu'ont vécu Cécile et Sylvie. Donc vous pouvez revivre le même questionnement pour vous. Et il y a un livre blanc que vous pouvez télécharger sur la culture. Alors, je sais plus où il y avait des questions. C'est ici. Arnaud Chabrol du cabinet de conseil BL Evolution. J'avais une petite question du coup sur l'exemple qui a été donné au début de la Camif et du Black Friday. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des réflexions que vous avez ou des actions que vous avez mises en place aussi de screening entre guillemets négatif d'activités impactantes sur l'environnement que vous réfléchissez à arrêter parce que justement il y a un impact trop négatif sur cet aspect-là? Peut-être oui. Alors, en ce qui concerne le KNHCO, par exemple, c'est vrai que nous, par définition, dans le business model, comme c'est vrai qu'on est une marque assez premium et on a un contrat de distribution sélectif, c'est vrai qu'on demande à nos partenaires, par exemple, de respecter ce côté premium et donc de ne pas forcément faire des Black Friday, des promotions, etc. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on fait déjà aujourd'hui. Et donc, voilà. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, hein, parce que c'est aussi la question. Alors, on en a plein. Voilà, dans notre feuille de route, on a beaucoup d'ambitions. Et notamment, c'est vrai que nous, on est vraiment... on pousse pas forcément à plus de consommation, ça c'est sûr. On pense plus à une consommation responsable. Et c'est vrai que, par exemple, c'est toute la pédagogie qui accompagne la délivrance de nos produits où, oui, on n'est pas sur la surconsommation. Par exemple, on dit bien limiter l'usage de nos produits, n'en prenez pas plus de 2 ou en même temps parce que ça a des effets, etc. Donc, c'est vraiment la consommation responsable. On est plus dans la pédagogie. Et c'est ça qui, aujourd'hui, nos types d'actions. Merci. J'étais très interpellée par le titre de la conférence qui était « Y a-t-il des cultures d'entreprise plus propices que d'autres à la bascule ?» C'est vrai que là, on a plus eu l'exemple de 2 entreprises qui s'engagent dans un chemin de transformation et de comment intégrer la RSE, les enjeux de la RSE dans la culture d'entreprise. Mais du coup, est-ce qu'il y a des cultures d'entreprise qui ne sont pas propices ou au contraire contraires à la bascule et c'est comment on les reconnaît et histoire de savoir à qui on a affaire. Alors, est-ce qu'il y a des cultures qui ne sont pas du tout propices? Je ne sais pas, le cas que tu citais en introduction, c'est sûr que le chemin va être beaucoup plus long. Nous, vraiment, une culture, c'est très riche. Hein, quand on veut l'exprimer avec nuance, il y a vraiment beaucoup de dimensions. Et d'ailleurs, une culture, ce n'est pas un ensemble homogène. Dans une entreprise, il y a toujours plusieurs entités. Il va y avoir tel pays, il va y avoir telle fonction, il va y avoir tel groupe. Et heureusement, c'est quelque chose de vivant, qui évolue d'ailleurs avec tous les recrutements, vous en avez parlé, qui évolue avec les dirigeants, qui eux-mêmes évoluent aussi, qui changent. Donc nous, on est persuadés que rien n'est fixé. On regarde les photos à un moment, mais quelques semaines, mois après, ça peut être différent parce qu'une personne a changé, parce que quelqu'un a évolué. Et on a vraiment vu des dirigeants avoir leur eureka là-dessus parce qu'ils ont vu quelque chose, entendu quelque chose et se dire, mais en fait, ça y est, c'est au cœur de mes priorités. Et ça peut suffire pour créer le déclic. Hein. Vous l'avez dit, la personne de votre actionnariat qui a vraiment courageusement mené cette démarche, elle fait la différence. Ça peut être un groupe de jeunes recrutés qui poussent par le bas. Donc nous, on est vraiment convaincus que s'il y a une volonté, il y a une possibilité. Mais c'est vrai que sans volonté, on ne trouvera pas les ferments. Donc s'il y a une volonté, avec quelqu'un qui a de la marge de manœuvre ou qui a de l'influence, ça, évidemment au niveau de la direction, mais aussi au niveau des collaborateurs, voire même au niveau des clients, parce que les externalités font bouger le dedans aussi. S'il y a cette volonté de transformation, alors on peut aller puiser dans sa culture, on peut trouver des forces sur lesquelles s'appuyer. Merci à tous, on doit rendre la salle. Merci Sylvie, merci Cécile, merci Agnès. Merci à tous.